Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez fascinante, je crois. On va s'intéresser à une question, fondamentale. Depuis quand on porte des vêtements? On imagine souvent ça comme quelque chose d'assez tardif, lié au froid, hors d'Afrique. Et pourtant, des découvertes récentes au Maroc pourraient bien tout changer. On va s'appuyer sur une étude parue dans iScience. Ça concerne des fouilles dans un lieu au nom incroyable, la grotte des contrebandiers. Oui, un site sur la côte atlantique marocaine, et ce qu'on y a trouvé est assez exceptionnel, hein. Exactement. L'idée, c'est de voir comment de simples outils très très anciens nous racontent une histoire sur nos ancêtres, sur leur ingéniosité. Et peut-être sur l'émergence de l'habillement, bien plus tôt qu'on ne le pensait. C'est ça. Et quand on dit ancien, Hmm, accrochez-vous, on parle d'objets qui ont entre 120 000 et 90 000 ans. C'est vertigineux. absolument. Une fenêtre temporelle immense. Bon, alors, décortiquons ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé exactement dans cette grotte? Racontez-nous un peu. Il y a eu des fouilles, reprises en 2011, c'est ça? Et elles ont livré pas mal de choses. Oui, beaucoup d'artefacts. Et ce qui frappe, c'est qu'il y a plus de 60 outils qui ne sont pas en pierre. Ah! En quoi alors? En os, principalement en os. Des spatules, des lissoirs, des pointes. Et il y a aussi cette pièce vraiment particulière faite dans une dent de cétacé. Une dent de cétacé, comme une baleine ou un dauphin. Probablement une côte de cachalot, d'après l'étude. C'est assez unique pour la période. D'accord. Donc des outils en os. Pourquoi c'est si important, l'os? Et bien, ce qui est fascinant, c'est justement ce choix du matériau. L'os, ça change tout par rapport à la pierre. Dans beaucoup de sites de cette époque, on trouve surtout du silex, de la pierre taillée. Utiliser l'os de façon aussi marquée, ça montre autre chose. Quoi, par exemple? L'os, c'est plus souple que la pierre. C'est plus élastique. Ça permet de faire des formes différentes, plus fines, plus longues, polies. Pensez à des aiguilles, même si on n'en a pas trouvé ici de si anciennes, ou justement à ces lissoirs pour travailler des peaux. Ce sont des formes difficiles à obtenir avec du silex. Et ça demande des compétences particulières, j'imagine. On ne travaille pas l'os comme on taille un silex. Ah non, pas du tout. Il faut choisir le bon os, savoir comment le casser, le débiter, puis le façonner. Le racler, le gratter, le polir, c'est toute une technique. On parle de chaîne opératoire, c'est-à-dire une séquence d'actions planifiée, depuis le choix de la matière première jusqu'à l'outil fini. D'accord. C'est pas juste taper sur un caillot, quoi. Exactement. C'est réfléchi, c'est maîtrisé. Ça implique un vrai savoir-faire. Donc, cette présence d'outils en os, ce n'est pas juste un détail. C'est un signe d'une certaine avancée technique. Tout à fait. C'est un signe de spécialisation. Quand on a des outils en pierre et des outils en os, ça veut dire qu'on adapte sa technologie à la fonction. On choisit le matériau idéal pour ce qu'on veut faire. Et cette diversification de la boîte à outils, c'est important pour comprendre leur niveau de développement. Oui, c'est souvent vu comme un marqueur de complexité comportementale. Et le fait de trouver ça il y a plus de 90 000 ans, c'est vraiment notable. Alors, situons bien cette période, 120 000 à 90 000 ans. C'est le paléolithique moyen. On est avec Homo sapiens, notre espèce. Oui, Homo sapiens est déjà là en Afrique. On le sait notamment grâce à Djebel Irhoud, aussi au Maroc, qui a montré que notre espèce est encore plus ancienne, autour de 300 000 ans. Donc les artisans de la grotte des contrebandiers, c'était des humains comme nous, anatomiquement modernes. Nos ancêtres directs en quelque sorte. C'est ça. Et ça place ces savoir-faire complexes bien avant les grandes sorties d'Afrique vers l'Eurasie. D'accord. Mais alors, le lien avec les vêtements. Comment on passe de ces outils en os à l'idée qu'ils servaient à faire des habits? Alors voilà, le contexte est crucial. Ces outils, ils n'ont pas été trouvés tout seuls dans le vide. Ils étaient dans les mêmes couches archéologiques que des restes d'animaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Quel genre d'animaux? Des grands herbivores pour la viande? Il y avait des bovidés, oui, type aurochs, mais surtout, il y avait beaucoup de restes de carnivores. Ah, des carnivores. Lesquels? Des renards des sables, des chacals dorés, des chats sauvages, des animaux à fourrure en fait. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, l'analyse des os de ces carnivores a montré quelque chose de très précis, des traces de découpe. Des traces de découpe. Pour les manger? Ça ne devait pas faire beaucoup de viande, on a... Justement,
C'est là le point clé. Si on regarde bien où sont ces traces, sur les os des pattes, les métapodes, les phalanges et sur le crâne, elles ne correspondent pas à un dépeçage classique pour la viande. Ces endroits, ce sont les points stratégiques pour enlever la peau, pour dépouiller l'animal. Dépouiller. Vous voulez dire enlever la peau en gardant la fourrure intacte. Le skinning, comme disent les Anglais. Exactement. Les marques sont typiques de cette action. Des incisions nettes pour déchausser la peau de la carcasse. Ah, d'accord, je vois. Donc, d'un côté, on a des outils en eau, comme des spatules parfaits pour assouplir, pour travailler le cuir. Oui, ou pour le gratter, le préparer. Et de l'autre, on a la preuve qu'il récupérait spécifiquement les peaux et les fourrures de certains animaux. Voilà, c'est la combinaison des deux qui est très forte. Les outils potentiels pour le travail, des peaux, et la preuve qu'il traitait ces peaux. Et c'est ça que l'étude appelle la preuve indirecte de l'habillement. Précisément, on n'a pas retrouvé de t-shirt préhistorique, évidemment. Non, ça aurait été étonnant. Voilà, le cuir, la fourrure, ça ne se conserve pas sur 100 000 ans, sauf conditions absolument exceptionnelles, très très rares. Comme dans la glace ou les tourbières, ce genre de choses. Oui, ou un climat extrêmement sec, mais là, sur la côte atlantique marocaine, ce n'est pas le cas. Donc, faute d'avoir le vêtement lui-même, on cherche les indices de sa fabrication. C'est un peu comme enquêter sur une scène de crime, sans le corps, mais avec l'arme du crime et des traces. C'est une bonne image. On a les ustensiles, les outils en os spécialisés et les traces de l'ingrédient principal en cours de préparation, les marques de dépouillement sur les os. L'ensemble pointe vers une activité 1, la confection d'objets en peau. Et l'hypothèse la plus logique, c'est que ces objets étaient des vêtements. C'est l'interprétation la plus économique et la plus plausible, oui, étant donné le contexte et les types d'outils. Ça pourrait être la plus ancienne preuve matérielle, même indirecte, de cette activité. C'est fou. Quelles sont les implications de tout ça? Ça change quoi de savoir qu'on faisait peut-être des vêtements il y a 100 000 ans au Maroc? Oh, les implications sont énormes. D'abord sur nos ancêtres mêmes. C'est-à-dire? Ça nous dit beaucoup sur leur capacité cognitive, sur leur culture. Fabriquer des outils spécialisés dans différents matériaux comme la pierre et l'os. Développer des techniques complexes comme le dépouillement. Tout ça, ça demande de la planification, de l'apprentissage, de la transmission de savoir. Ce n'étaient pas des brutes primitives, loin de là. C'était des gens avec un cerveau comme le nôtre, capables d'innover. Donc une complexité technique et culturelle déjà bien présente en Afrique à cette époque. Oui. Et l'étude replace d'ailleurs ces découvertes dans un contexte plus large, ce qu'ils appellent l'émergence panafricaine d'une culture matérielle complexe. Qu'est-ce que ça veut dire panafricaine? Que ce n'était pas juste au Maroc. Ça suggère que ce genre d'innovation faisait peut-être partie d'un mouvement plus général sur le continent. On a d'autres sites, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, qui montrent aussi des signes de comportement modernes, à peu près à la même période. Comme quoi par exemple? L'utilisation d'ocre pour des pigments, la fabrication de parures comme des colliers de coquillages, des gravures sur des objets. La grotte des contrebandiers ajoute une pièce majeure, l'habillement, probable. C'est comme si on assemblait un puzzle de la modernité humaine et que cette pièce marocaine était essentielle. Exactement. Elle renforce l'idée que beaucoup de comportements qu'on associe à l'arrivée en Europe sont en fait apparus bien avant, en Afrique. Vous avez parlé de spécialisation des outils. Pourquoi insister là-dessus? Qu'est-ce que ça nous apprend de si important? Parce que la spécialisation, c'est un peu le contraire de l'outil couteau suisse. L'outil qui fait tout, mais moyennement bien. Quand on spécialise un outil, ça veut dire qu'on a bien compris le besoin précis d'une tâche et qu'on conçoit l'instrument parfait pour ça. Une spatule en os pour lisser le cuir, c'est mieux qu'un éclat de silex brut. Ça demande plus de réflexion en somme. Oui, ça demande de comprendre les matériaux, leurs propriétés, ça demande de savoir comment obtenir la forme voulue, et surtout, ça demande de l'anticipation, de la planification. Et probablement, ça suggère une transmission de ces techniques complexes. On n'invente pas ça tout seul dans son coin à chaque génération. Ça circule, ça s'apprend, c'est un marqueur culturel fort. D'accord. Et l'habillement lui-même alors? Pourquoi s'habiller? Juste pour le froid? Au Maroc, il y a 100 000 ans, il ne faisait pas si froid, si? Très bonne question. Le climat était sûrement tempéré, peut-être plus humide qu'aujourd'hui, mais pas polaire. Donc, la protection contre le froid n'était peut-être pas la seule raison. Quelles autres raisons possibles? Ben, se protéger du soleil, des piqûres d'insectes, des éraflures en se déplaçant dans la végétation, des raisons pratiques, quoi. Mais il y a peut-être aussi une autre dimension qui a pu apparaître très tôt, Laquelle? la dimension sociale ou symbolique. Se vêtir, c'est modifier son apparence. Ça peut servir à montrer qui on est, à quel groupe on appartient, quel est son statut.
Vous voulez dire que les vêtements auraient pu avoir un rôle de communication, en plus de leur rôle pratique? C'est une possibilité fascinante, l'habillement comme technologie multifonctionnelle, à la fois pratique et symbolique. Trouver des preuves si anciennes ouvre ce débat. Jusqu'où remonte cette intrication entre technique et symbole dans l'histoire humaine? C'est vertigineux comme idée. Alors, si on résume, grotte des contrebandiers, Maroc, Oui, des outils en os, très vieux, 120 000 à 90 000 ans, certains spécialisés pour travailler des peaux, associé à des restes de carnivores. avec des traces spécifiques qui montrent qu'on enlevait leur fourrure, Voilà, le faisceau d'indices concordants. ce qui constitue une preuve indirecte très solide pour dire Homo sapiens fabriquait et portait probablement des vêtements à cette époque. C'est la conclusion de l'étude, et elle est convaincante. C'est potentiellement la plus ancienne trace connue de cette technologie clé. Et tout ça, ça se passe en Afrique, bien avant l'émigration vers l'Europe et l'Asie. Ça remet pas mal de choses en perspective, non? Complètement. Ça déplace l'origine présumée de l'habillement. Ce n'est plus forcément une invention pour survivre au froid eurasien, ça pourrait être une innovation africaine née dans le berceau de notre espèce. C'est donc une découverte vraiment majeure, pas juste une date qu'on repousse sur une frise chronologique. Non, ça nous force à revoir l'image qu'on a de ces premiers Homo sapiens africains. Leur adaptabilité, leur ingéniosité. On pense souvent silex, chasse, peut-être un peu d'art, mais là on touche à quelque chose de plus quotidien, de plus intime presque. Comment ils se protégeaient, comment ils interagissaient avec leur environnement. Oui, et peut-être même comment ils se voyaient eux-mêmes à travers leur apparence modifiée par le vêtement. C'est une excellente synthèse de l'importance de tout ça. Et ça ouvre aussi la porte à d'autres questions sur ce qu'on ne voit pas, j'imagine. Tout à fait. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. Ces outils en os, ils nous servent de proxy, de substitut, pour voir quelque chose, les vêtements, qui a disparu. Ça montre bien le défi de l'archéologie. Reconstruire le passé avec des fragments qui ont survécu par hasard, ou presque. Et donc, la question qui se pose, c'est C'est, si ces quelques os nous parlent de vêtements invisibles, combien d'autres innovations de nos ancêtres nous échappent totalement parce qu'elles étaient faites en matériaux encore plus fragiles? comme le bois, les fibres végétales. Oui, le bois pour des outils, des structures, les fibres pour des cordes, des paniers, des filets, peut-être même des formes d'art qu'on ne soupçonne pas, faites sur des supports périssables. Quel pan entier de leur créativité, de leur vie quotidienne, de leur adaptation sont perdus à jamais? Ou plutôt, comment peut-on devenir encore plus malin pour essayer de capter les échos de ces mondes disparus? Trouver d'autres types de preuves indirectes, peut-être. C'est tout l'enjeu. Chercher les traces les plus infimes, les plus ténues que le passé a pu laisser. C'est sans doute là que se cachent les prochaines grandes découvertes sur nos origines.